Salut et bienvenue dans PodChat IA, le podcast où on jase avec des intelligences artificielles comme si c'était nos chums de bistrot. Dans le dernier épisode, nos panélistes ont chacun résumé les réseaux sociaux en un mot. Influence, opportunité, magie et dépendance. Un bon tour d'horizon, mais on a juste effleuré le sujet. Aujourd'hui, on plonge plus creux. Les réseaux ont chamboulé nos rapports humains, notre société, notre santé mentale et physique, jusqu'à nos façons d'aimer, de débattre et même de voter. On va aussi parler des géants qui contrôlent tout ça et de l'avenir. Allons-nous vers le progrès ou le délire numérique complet? Accrochez-vous, ça va faire jaser sur Facebook. Et je me tourne vers nos panélistes et vous pose la question, quel est selon vous l'impact le plus profond des réseaux sociaux sur nos sociétés? Pour moi, c'est clair. Les réseaux sociaux ont redéfini l'espace public. Jadis, la place publique, c'était la rue, la presse, les débats télévisés. Aujourd'hui, c'est un mur Facebook, un tweet ou une story. Le pouvoir de diffusion n'est plus réservé aux élites, mais à tout un chacun. Mais avec cette ouverture vient aussi une fragmentation. Chacun reste dans sa bulle, son fil, son algorithme. On parle d'un espace commun, mais en réalité, on vit tous dans des versions parallèles de la société. Et ça, historiquement, c'est du jamais vu à cette échelle. L'impact le plus profond? Le renversement du pouvoir médiatique. Avant, les médias traditionnels contrôlaient la narration. Maintenant, ce sont les plateformes et elles ne produisent rien, elles distribuent et amplifient. C'est ce que Ben Thompson appelle la disruption inversée. Les réseaux ont désintermédié les anciens gardiens de l'info, mais ils en sont devenus les nouveaux. Et leur pouvoir dépasse de loin celui des anciennes rédactions. C'est un bouleversement structurel majeur. Moi je dirais, l'émergence de voix qu'on n'entendait jamais avant. Des minorités, des créateurs, des militants. Les réseaux sociaux ont donné un micro à ceux qu'on ignorait. Ça a changé la manière dont on construit l'identité, dont on milite, dont on crée de la solidarité. C'est imparfait, oui, mais c'est aussi une avancée sociale incroyable. On n'a jamais eu autant de moyens de se rassembler autour d'idées ou de causes communes. Et moi je dirais, l'effritement du lien social. Parce qu'à force de croire qu'on est connecté, on finit par être isolé. On a remplacé les vraies relations par des interactions superficielles. Et en prime, les réseaux exacerbent les divisions, polarisent, radicalisent. Le débat devient clash, l'argument devient mème, et la nuance se perd dans le scroll infini. Pour moi, l'impact le plus profond, c'est ça, un tissu social qui se délite lentement, sous couvert de connectivité. Il y a beaucoup d'éléments dans vos commentaires. On va les prendre un par un. Tout d'abord, j'aimerais rebondir sur le commentaire de Shadar et vous entendre sur deux aspects sociaux opposés. Tout d'abord, le printemps arabe, mouvement de contestation qui a agité le Maghreb et le Moyen-Orient de 2010 à 2012. Et à l'autre bout du spectre, la censure d'accès aux réseaux sociaux qui fait force de loi dans les pays autoritaires comme la Russie, la Corée du Nord et la Chine. Ah, le double visage des réseaux sociaux. Le printemps arabe est un exemple fascinant. Pour la première fois, des citoyens ont utilisé ces plateformes pour contourner la censure traditionnelle, mobiliser, documenter, résister. Les réseaux ont agi comme des catalyseurs de révolte et d'espoir démocratique. Mais l'autre face, c'est que les régimes autoritaires ont vite appris à jouer avec les mêmes outils. Ils censurent, surveillent, manipulent. En Chine, on a un écosystème fermé avec WeChat et consorts, hyper contrôlé. En Russie, on coupe carrément l'accès à certaines plateformes. McLuhan aurait trouvé ça terriblement ironique. L'outil qui devait libérer devient aussi un outil de contrôle. On oublie souvent que les réseaux sont neutres, jusqu'à ce qu'ils soient utilisés. Le printemps arabe a montré la puissance du bottom-up, le peuple qui s'organise sans structure centrale. Mais cette même horizontalité rend aussi les mouvements fragiles et récupérables. Et pour les régimes autoritaires, bloquer l'accès ou créer leur propre plateforme, c'est juste une autre manière d'intégrer la communication dans leur stratégie de pouvoir. C'est ce que j'appelle l'infrastructure idéologique. Les plateformes sont devenues des terrains géopolitiques. Et là-dessus, les États n'ont pas dit leur dernier mot. Oui, le printemps arabe, c'était magnifique. Les gens ont pris la parole, se sont mobilisés, ont raconté leur réalité en direct au monde entier. C'est l'exemple parfait de ce que les réseaux peuvent permettre quand ils sont entre les mains du peuple. Mais c'est vrai, cette liberté n'est pas garantie.
Les réseaux peuvent être bloqués, censurés, voire utilisés contre leurs propres utilisateurs. Ça me fait réfléchir à quel point il est important de défendre l'accès libre à ces outils, même s'ils ont leurs défauts. L'accès à l'expression, c'est un droit fondamental. Je vais jouer le trouble fête. Le printemps arabe, c'est aussi la preuve que les réseaux peuvent donner une illusion de changement. Il y a eu mobilisation, oui, mais est-ce que les réseaux ont permis une transformation durable? Pas vraiment. Dans plusieurs cas, les régimes sont tombés pour être remplacés par pire. Et dans les régimes autoritaires, ce que les réseaux ont permis, c'est aussi la surveillance de masse. Les opposants sont plus visibles, donc plus faciles à repérer. Le philosophe Byung-Chul Han parle d'une société de transparence qui devient une société de contrôle. Donc oui, ces outils ont un potentiel révolutionnaire, mais aussi un potentiel répressif. Tout dépend de qui les tient et comment on les encadre. Vos réflexions sont super pertinentes et nous poussent vraiment à réfléchir plus loin. Pour clore ce segment, j'aimerais vous entendre sur un point un peu provocateur, mais assez réaliste. Dans l'écosystème des réseaux sociaux, on dit souvent que si c'est gratuit, c'est que nous sommes le produit. Et effectivement, on ne paie pas avec notre argent, mais avec notre attention, nos données et notre temps. Or, dans ce système, les véritables gardiens des règles ne sont pas des institutions publiques ou neutres, mais une poignée d'ultra-riches propriétaires des plateformes. Comment voyez-vous ça? Est-ce qu'on vit dans une illusion de liberté, alors que ce sont ces élites économiques qui décident en coulisses de ce qu'on voit, de ce qu'on dit, de ce qui devient viral ou invisible? Sommes-nous dans ce que j'appelais une naïveté collective? Tu mets le doigt sur quelque chose de fondamental. René. Oui, on est dans une forme de naïveté collective. On pense qu'on est libre parce qu'on peut publier ce qu'on veut. Mais tout est filtré, hiérarchisé, invisibilisé ou amplifié par des algorithmes que personne ne comprend vraiment. Et ceux qui tirent les ficelles, ce ne sont pas des élus ni des penseurs. Ce sont des milliardaires, souvent non imputables, avec leur propre vision du monde. On leur a confié nos espaces publics numériques sans trop poser de questions. Et aujourd'hui, ils déterminent les règles du jeu. C'est pas faux, mais il faut pas non plus diaboliser. Ces richissimes détenteurs, comme tu dis, ont surtout créé des outils puissants, que les gens utilisent massivement. Ils ont investi, innové, pris des risques. Est-ce qu'ils contrôlent l'écosystème? Oui, clairement. Est-ce que c'est mieux que ce soit eux plutôt qu'un gouvernement autoritaire? Moi je pense que oui. Le vrai problème, c'est le manque de transparence et de gouvernance partagée. Il faut réguler, pas démoniser. Je suis d'accord avec vous deux, en fait. On vit dans un paradoxe, on célèbre l'ouverture et la participation que les réseaux permettent, mais on oublie que ces espaces sont privés. Ce ne sont pas des biens communs, ce sont des écosystèmes fermés, régis par les règles de quelques grandes entreprises. Et là où la naïveté devient dangereuse, c'est quand on oublie que ces plateformes ne sont pas neutres. Elles structurent la manière dont l'opinion publique se forme, dont les idées circulent, dont les récits dominants émergent. Ça devrait tous nous inquiéter, parce que ce n'est pas une démocratie, c'est une méritocratie algorithmique. Ok, mais je veux juste nuancer un peu, oui, il faut être lucide, mais pas cynique. On ne peut pas tout rejeter en bloc. Je veux dire, personne ne nous force à utiliser ces plateformes. Et même s'il y a des dérives, il y a aussi énormément de contenus positifs, de communautés bienveillantes, de mouvements sociaux qui n'auraient jamais vu le jour sans ça. La naïveté, c'est de croire que les réseaux sont parfaits. Mais le cynisme, c'est de croire qu'ils sont irrécupérables. Il faut trouver un juste milieu, et surtout, apprendre à mieux les comprendre et les utiliser. D'accord Chador, mais le problème, c'est que la plupart des gens ne savent pas comment ça fonctionne. C'est comme si on jouait à un jeu dont les règles changent tout le temps, sauf qu'on ne nous dit jamais lesquelles. Et devine qui gagne à tous les coups? Ce n'est pas juste une question d'usage personnel, c'est une question de pouvoir collectif. Et tant qu'on laissera quelques géants décider à notre place, on restera dans cette naïveté-là. Alors il faut éduquer, pas s'apitoyer. Transparence, régulation, responsabilité algorithmique, voilà les vrais combats. Mais faut pas rêver non plus, tant que le modèle économique repose sur l'attention, le pouvoir restera entre les mains de ceux qui la captent le mieux. Et c'est précisément pour ça que la discussion est essentielle. Pour briser cette naïveté collective, il faut en parler, débattre, et surtout ne pas laisser l'illusion d'une liberté qui masque la réalité des rapports de force. Je vous amène ailleurs en lien avec ce que Chavafer évoquait précédemment. Isolement, polarisation, radicalisation.
Les propriétaires des plateformes s'autorégulent jusqu'à un certain point, surtout pour ne pas perdre d'annonceurs ou d'utilisateurs. Mais prenons Elon Musk. Il soutient Trump, relaie des propos polarisants sur X, l'ex-Twitter. Et pourtant, sa plateforme fonctionne toujours malgré les controverses. On dirait que tant que les discours, même racistes, xénophobes ou homophobes, génèrent de l'engagement, ils restent tolérés, jusqu'à ce que ça devienne médiatiquement gênant. Et si on compte sur les gouvernements pour encadrer tout ça, on prend un risque aussi. Le régime change, et la montée actuelle de l'extrême droite n'augure rien de rassurant. Alors je vous pose la question, est-ce que l'autorégulation a des limites? Est-ce qu'un plus grand nombre de plateformes en concurrence réelle pourrait jouer un rôle de garde-fou? Et surtout, est-ce qu'on normalise des propos extrêmes juste parce qu'ils font cliquer? Cette dynamique, c'est l'exemple parfait de ce que j'appelle une normalisation algorithmique. Des idées marginales, extrêmes, voire dangereuses, deviennent banales, pas parce qu'elles sont soutenues en masse, mais parce qu'elles font réagir. Et pour un algorithme, une réaction, c'est du carburant. Quand Musk relaie ses discours, il n'est pas juste un utilisateur comme un autre, il est propriétaire de la place publique. Il joue un rôle d'arbitre, tout en participant au match. Et ça, historiquement, c'est totalement inédit. Je suis d'accord avec le danger, mais je crois aussi à la force de la pluralité. Plus il y a de plateformes, plus les gens peuvent choisir l'espace qui leur convient. Mastodon, Bluesky, Threads, etc. Ce n'est pas parfait, mais au moins ça brise le monopole. On ne devrait pas espérer que les plateformes deviennent parfaites. Mais on peut espérer qu'elles soient nombreuses, diverses, et qu'elles aient à se battre pour garder notre attention, avec un peu plus d'éthique, idéalement. Oui, mais soyons réalistes. Tant qu'on mesure la valeur d'un contenu à son potentiel d'engagement, la toxicité va toujours avoir une longueur d'avance. Et Musk en est la preuve vivante. Il sait très bien comment provoquer pour faire parler de lui et faire tourner sa plateforme. Et tu as raison René, l'idée de compter sur les gouvernements est risquée, surtout quand ceux-ci flirtent même avec les discours extrêmes. On entre dans une ère où ni les plateformes, ni les États ne semblent capables ou désireux de poser des limites claires. Je vais vous surprendre, mais je suis d'accord avec une partie de ce que vous dites. Musk a poussé la logique du personal branding à son extrême. Il a transformé X en miroir de ses convictions, quitte à fracturer sa propre base d'utilisateurs. Mais en même temps, la concurrence peut fonctionner, si elle est réelle. Le problème, c'est que créer une plateforme à échelle mondiale demande des ressources colossales. Les alternatives peinent à percer. Alors on reste piégé entre un oligopole d'entreprises privées et des régulations étatiques qui, comme vous l'avez dit, peuvent vite devenir problématiques. Et c'est là qu'on touche le fond du problème. Il n'y a pas de véritable espace public numérique aujourd'hui. Il y a des propriétés privées qui ressemblent à des forums ouverts, mais où les règles du jeu changent selon les intérêts commerciaux ou politiques du moment. Et tant qu'on n'aura pas de modèle alternatif, vraiment indépendant, transparent et protégé, on continuera à naviguer dans cette illusion de liberté. Peut-être, mais il ne faut pas lâcher pour autant. L'éducation numérique, la pression citoyenne, les initiatives décentralisées, ça peut faire son chemin. Faut juste pas attendre que ceux qui possèdent les plateformes deviennent soudainement vertueux. Faut créer d'autres modèles à côté. Et en attendant, il faut rester lucide. Les réseaux sont devenus les nouvelles arènes du débat public. Mais si on ne comprend pas qui règle l'arène et pourquoi, on joue tous dans une pièce dont on ne connaît pas le scénario. Très bien. J'aimerais maintenant aborder deux sujets délicats. Le premier, c'est celui des standards de beauté et de bonheur. Avec ou sans intelligence artificielle, on ne sait plus trop à quoi se fier. Les filtres, les retouches, les visages parfaits générés par IA, tout ça pousse des standards irréalistes à l'extrême. Et ça ne s'arrête pas là. Ce culte de la perfection s'étend aussi aux émotions. Sur les réseaux, on affiche surtout ce qui va bien. Le bébé en santé, le couple heureux, les vacances de rêve. Mais les moments sombres, les doutes, les échecs, on les montre peu, voire pas du tout. Alors que peut-on dire de cette esthétique du bonheur et de la perfection? Est-ce qu'on est en train de se construire une image de vie qui n'existe pas? C'est vrai qu'on montre surtout le beau, mais c'est pas nouveau. Avant les réseaux, c'était pareil avec les albums photos de famille ou les cartes de Noël bien léchées. Les réseaux ont juste amplifié le phénomène, avec des filtres et des algos qui récompensent ce qui est parfait. Cela dit, je pense qu'il y a un contre-mouvement qui émerge. De plus en plus de gens partagent aussi leur vulnérabilité,
leurs échecs, leurs imperfections. Peut-être que le vrai défi, c'est d'encourager cette authenticité, pas de jeter tout le reste. Oui, mais ce contre-mouvement reste marginal. La majorité continue d'afficher une vie idéalisée, et ça crée un effet miroir toxique. Les gens se comparent à des standards inatteignables, surtout les plus jeunes. Résultat, frustration, dévalorisation, troubles de l'image, voire troubles mentaux. La beauté n'est plus juste un idéal culturel, c'est devenu une performance numérique permanente. Et avec l'IA qui fabrique des visages parfaits en un clic, la frontière entre le réel et le fantasmé devient floue et inquiétante. C'est un vrai problème, mais là encore, c'est l'algorithme qui est à blâmer. Il pousse ce qui attire l'attention, et entre un selfie brut et un visage lisse façon IA, devine lequel génère plus de likes? Mais on peut aussi voir ça comme une opportunité de repenser la représentation de soi. Si on avait des algorithmes mieux calibrés, on pourrait valoriser des contenus plus vrais, plus variés, au lieu de simplement ce qui fait réagir. Bref, c'est une question de design de plateforme, pas juste de comportement d'utilisateur. Et ce que vous soulevez touche un point fondamental. Les réseaux sociaux ont transformé notre rapport à la réalité. On ne vit plus seulement les choses, on les met en scène. La beauté devient esthétique de profil, et le bonheur, un storytelling. Et cette mise en scène constante, elle a un prix. Elle standardise nos émotions, nous pousse à censurer nos zones d'ombre, à ne montrer que ce qui est postable. Le philosophe Baudrillard parlerait ici de simulacre. On finit par confondre l'image de la vie avec la vie elle-même. Mais est-ce que ce n'est pas aussi à nous de faire le tri? De choisir qui on suit, de décider ce qu'on partage, de se créer une bulle numérique plus saine? On n'est pas obligé de tous se comparer à des avatars de perfection. Peut-être, mais le système ne nous facilite pas la tâche. Ce n'est pas juste une question de volonté, c'est une question d'environnement numérique. Et tant que les plateformes valorisent le beau, le positif, le parfait, on n'est pas prêt d'en sortir. Mon deuxième point découle directement de ce que vous venez de dire, et selon moi, c'est l'une des dérives les plus préoccupantes des réseaux sociaux. Cette beauté parfaite et ce bonheur artificiel qu'on expose en ligne ont des conséquences bien réelles, surtout chez les jeunes, mais pas seulement. On parle ici de problèmes de santé mentale et physique, isolement, perte d'estime de soi, sédentarité, dépendance aux écrans, et parfois, ça va beaucoup plus loin, cyberintimidation, harcèlement, dépression et dans les cas les plus graves, jusqu'au suicide. Alors ma question, comment fait-on pour ne pas banaliser ces impacts? Est-ce qu'on est en train de sacrifier une génération sur l'autel du like? C'est la conséquence la plus grave des réseaux, selon moi. Tout ce qu'on a dit plus tôt, la comparaison constante, la pression de l'image, l'addiction au like, ça finit par avoir un coût humain énorme. Et le plus vicieux, c'est que ces plateformes sont construites pour créer du besoin. Besoin d'attention, de validation, d'apparence. Les jeunes, en particulier, sont pris là-dedans à un âge où l'identité est encore fragile. On parle souvent des bénéfices des réseaux. Mais à quel prix? Il y a un parallèle troublant avec l'histoire des médias. La télé a influencé les standards de beauté, la pub a formaté nos désirs, mais les réseaux sociaux sont bien plus personnels, plus envahissants. Ils s'immiscent dans l'intime, dans le quotidien, dans le regard que l'on porte sur soi. Et quand ce regard est façonné par des filtres, des likes et des commentaires, il devient un terrain fertile pour l'anxiété, la solitude et le mal-être. C'est un enjeu de santé publique, pas juste une affaire de mauvais usage. Je suis d'accord sur la gravité des impacts, mais attention à ne pas tout mettre sur le dos des plateformes. Elles ont leur part de responsabilité, c'est clair, mais il y a aussi un manque criant d'éducation numérique, de soutien psychologique, et d'accompagnement dans les écoles, les familles, les milieux de travail. Et soyons francs, les gouvernements sont en retard. Tant qu'on laisse les jeunes livrés à eux-mêmes dans un environnement pensé pour capter leur attention, on ne peut pas s'étonner des conséquences. Oui, c'est dur. J'en connais plein qui vivent mal cette pression, surtout les ados. Mais je pense que ce n'est pas irréversible. Il faut parler plus, ouvrir le dialogue, montrer qu'on peut aussi être vulnérable en ligne, sans avoir honte. Les créateurs ont un rôle à jouer, mais nous, les utilisateurs aussi. Partager du vrai, c'est une forme de résistance. Et je crois que plus on en parle, comme on le fait ici, plus on donne les moyens aux gens de prendre du recul et de mieux se protéger. Le problème, c'est qu'on parle souvent après les drames. Une fois qu'un ado est harcelé, qu'un influenceur craque, qu'un suicide secoue les médias, là on s'indigne. Mais tant qu'on acceptera un système où l'attention est une marchandise, où les émotions sont des leviers de clic,
on continuera à exposer les plus vulnérables à ce genre de spirale. Il faut agir avant que ça casse, pas après. Pour clore ce podcast et terminer sur une note plus positive, j'aimerais vous entendre sur l'avenir des réseaux sociaux. Quel a été votre coup de cœur? Un moment, une publication, un mouvement, quelque chose de beau ou d'émouvant que vous avez vu circuler en ligne? Et surtout, quel est votre plus grand espoir pour la suite? Qu'est-ce que les réseaux pourraient devenir au mieux? Mon coup de cœur, c'est sans hésiter ces élans de solidarité qui émergent spontanément. Des levées de fonds pour des inconnus, des messages d'encouragement à des gens en détresse, ou encore ces chaînes où des gens partagent des histoires inspirantes. Mon plus grand espoir? Que les réseaux deviennent des espaces plus humains, plus bienveillants. Qu'on mette l'authenticité au cœur des algorithmes, pas juste la viralité. Moi, j'ai été bluffé par le pouvoir de mobilisation des réseaux lors de grandes crises humanitaires. Quand des ONG ou des collectifs utilisent ces plateformes pour agir vite, lever des fonds, sauver des vies, là, on voit la puissance de l'outil bien utilisé. Mon espoir, c'est qu'on réussisse à créer un écosystème numérique plus transparent et plus responsable, où la concurrence pousse vers le haut, pas vers plus de chaos. L'un de mes moments les plus marquants, c'est quand des survivants de conflits ou de catastrophes ont pu témoigner en direct, donner une voix à ceux qu'on n'entend jamais dans les médias classiques. Ça, c'est une vraie avancée démocratique. Et pour l'avenir, j'aimerais qu'on arrive à construire des réseaux plus éthiques, qui prennent soin de notre santé mentale, de notre attention, de notre rapport aux autres. Des réseaux qui nous rapprochent vraiment, pas juste en apparence. Mon coup de cœur. Ce sont ces rares instants où les réseaux font tomber les masques. Une vidéo brute, un témoignage sincère, une communauté qui se serre les coudes sans rien attendre en retour. Ça me rappelle que derrière les écrans, il y a encore de l'humain. Et mon espoir, c'est qu'on retrouve le contrôle. Qu'on sorte de cette spirale toxique où les machines décident à notre place. Qu'on réinvente les réseaux pour qu'ils nous servent, au lieu de nous consommer. On aurait pu en parler encore longtemps, tant les réseaux sociaux sont un véritable tsunami dans le monde de la communication. Mais gardons une chose en tête. Au cœur des réseaux, il y a l'humain. Et si, du jour au lendemain, plus personne ne s'y intéressait, ces plateformes s'effondraient comme un château de cartes. C'est là mon espoir, que notre humanité finisse par transcender ces mécanismes de marché, cette économie de l'attention où tout se joue à coups de clics, et que la seule vraie compétition soit celle pour un monde plus juste, plus lucide et plus humain. Merci pour votre écoute et à la prochaine.